Abonnez-vous à la chaîne Post Vision sur YouTube pour être au courant de l'actualité. Deuxième leucémie, c'est la leucémie lymphoïde chronique. Elle est définie comme une prolifération maligne monoclonale, c'est-à-dire cancéreuse, de lymphocytes B matures dans la moelle osseuse. À partir de la moelle osseuse, il y a un envahissement des organes lymphoïdes périphériques, tels que les ganglions. C'est la plus fréquente des leucémies de l'adulte. On ne la voit pas chez l'enfant. C'est à partir de 40-50 ans. 3 hommes sont touchés beaucoup plus que les hommes sont touchés beaucoup plus que les femmes. L'incidence est de 3 à 10 nouveaux cas pour 100 000 habitants, mais dans les pays développés, dans les pays plutôt occidentaux, un peu moins chez nous. C'est une maladie incurable, mais de progression lente pour la majorité des patients. Donc s'il y a un diagnostic fait de leucémie lymphoïde chronique, selon le stade, on peut savoir exactement, enfin on peut prédire l'évolution. Et l'on verra ça tout de suite. Alors les circonstances de découverte, on revient environ 70 à 80% des nouveaux cas sont découverts fortuitement aussi. Les 60% des patients n'ont aucun symptôme, donc on découvre fortuitement sur l'hémogramme. Le syndrome tumoral, c'est-à-dire les adénopathies plus ou moins splenomégalie sont rares aussi. Les insuffisances médulaires, parmi les complications, l'anémie dans certains cas, les problèmes infectieux, hémorragiques, et puis les complications auto-immunes. Ce peuvent être les circonstances de découverte. Mais le plus, c'est un hémogramme que le généraliste effectivement a demandé chez un patient qui est peut-être suivi pour autre chose. Donc on reprend le sujet âgé, état général conservé, parfois adénopathie. Ce qu'elles ont de particulier, ces adénopathies, elles sont superficielles, bilatérales, symétriques, fermes, indolores, et mobiles, et qu'il n'y a aucun caractère inflammatoire. Et elles peuvent être généralisées, c'est-à-dire cervicales, axillaires, inguinales. La rate se voit dans la moitié des cas, et l'hépatomégalie est rare. Alors l'hyperleucocytose ici, elle va dépasser 50 000. L'hémoglobine et les plaquettes sont normaux au début du diagnostic, mais on parle de lymphocytose si ça dépasse 5 000 seulement. La normale, ça va jusqu'à 4 000, 3 000. Mais si ça dépasse 3 000 et que ça dure quelque temps, on peut évoquer le diagnostic de leucémie lymphoïde chronique. Donc j'insiste, sur un hémogramme, ce n'est pas tant l'hyperleucocytose, dans le cadre de la leucémie myéloïde chronique, c'est plus le taux de la lymphocytose anormale qui dépasse 5000. Donc il faudrait faire la part des choses. Cette hyperlymphocytose est suffisante pour évoquer le diagnostic. Ce qu'on voit au niveau de frottis, c'est qu'il y a plus de lymphocytes normaux, mais qui sont monoclonaux au fait. Le deuxième point, c'est la lymphocytose médulaire, qui dépasse 30%. Mais en vérité, actuellement, il n'a pas d'intérêt. Je redis, actuellement, pour faire le diagnostic de la leucémie lymphoïde chronique, anciennement, en plus de la lymphocytose supérieure à 5000, il fallait avoir dans la ponction de moins 30% de lymphocytes. Mais actuellement, il n'y a pas d'intérêt parce qu'en vérité, il y a un autre test plus important, nécessaire actuellement au diagnostic, depuis quelques années, c'est l'immunophénotypage. Donc le véritable diagnostic, ce n'est pas seulement la lymphocytose supérieure à 5000, mais c'est aussi l'étude des lymphocytes sanguins circulants par cytométrie de flux qui affirme d'abord la nature B, c'est des 19, c'est des 20 positifs, et puis la monotypie des lymphocytes, la monoclonalité si vous voulez,
Et puis l'antigène CD5 qui est habituellement un marqueur de T, mais là il marque les B, ça fait un score de Matutes qui dépasse supérieur ou égal à 4, et c'est cet immunophénotypage qui affirme ou confirme le diagnostic de leucémie lymphoïde chronique et qui élimine les autres causes de l'hyperlymphocytose. Donc, je reprends, si on doit faire un diagnostic de leucémie lymphoïde chronique, on découvre parfois d'une manière, j'allais dire devant un hémogramme de routine, une lymphocytose supérieure à 5000. Mais le diagnostic est confirmé par cet immunophénotypage. Donc le cytomètre de flux il va montrer ces graphes, positivité de la LLC, et il permettra donc de confirmer qu'il s'agit bien d'une leucémie lymphoïde chronique. Le score de Matutes finalement, c'est ici, quand on calcule, s'il est positif, le CD1 on donne 1 point, et si ça dépasse 4 ou jusqu'à 5, ça sera la leucémie lymphoïde chronique. Les autres examens pour pouvoir surveiller et traiter ce malade, ce sont l'électrophorèse des protéines avec son pic monoclonal, mais une hypogammaglobulinémie. C'est donc aussi un diagnostic, c'est aussi une complication, cette hypogammaglobulinémie. Ça fait que la leucémie lymphoïde chronique est une leucémie avec un déficit immunitaire, humoral. Ce déficit humoral fait que le malade est sensible aux infections. Et c'est le problème, le véritable problème de ces LLC, ce sont les infections. L'ABS n'est pas élevé, il y a une hyperuricémie, mais finalement c'est un diagnostic différentiel, enfin plutôt avec un diagnostic de déficit immunitaire. Pour classer la maladie et proposer des traitements, on distingue le stade A, B et C, non pas par rapport à l'hyperleucocytose, comme vous voyez ici, mais par rapport au nombre d'aires ganglionnaires touchées. On distingue l'aire cervicale, médiastinale, la rate, le foie et l'aire inguinale. On compte chez notre malade combien d'aires ganglionnaires touchées, on dira il a moins de 3 aires ganglionnaires touchées, s'il s'agit de axillaire et cervicale. Mais c'est moins de 2, et que l'hémoglobine est normale, dépasse 10 grammes par décilitre, et les plaquettes 100 000 par décilitre. On distingue le stade B s'il y a plus de 3 aires ganglionnaires, et le stade C, quel que soit le nombre d'aires ganglionnaires, s'il y a une anémie inférieure à 10 grammes ou des plaquettes inférieures à 100 000, c'est considéré un stade avancé C. Donc finalement, le stade A, c'est un stade indolent, il peut survivre des années, voire 10 ans. Le stade B, 5 ans. Le stade C, 2-3 ans, s'il n'y a pas de traitement. Et si donc, vous voyez que pour l'ensemble des malades, le stade A, c'est-à-dire le stade indolent, 63%, le stade B, 3 aires ganglionnaires, une survie de 5 ans, et le stade C, c'est une survie de moitié, de 2 ans et demi. Les complications et causes de décès, je disais tout à l'heure qu'il s'agit plutôt des complications infectieuses, surtout pulmonaires et cutanées, qui peuvent emporter le malade. Il y a des complications auto-immunes, que ce soit l'anémie ou la thrombopénie. Et il y a une autre complication, c'est la transformation en lymphome de haut grade de malignité dans 2-3% des cas. Et parfois, aggravation de l'état général et de l'aplasie. À quoi ça sert donc la classification? D'abord pour dire que dans le stade, au total, dans le traitement de la LLC, il n'y a pas de traitement curateur. Même la greffe de moelle ne guérit pas le malade. Le stade A, il n'y a pas de traitement. On avait dit que spontanément, il peut vivre jusqu'à 14 ans sans traitement. Le stade B et C, on peut proposer, dans certains cas, des monochimiothérapies, un seul traitement par le chloramiphène chez les sujets âgés.
On peut proposer des polychimiothérapies, dans certains cas aussi, avec le Maptera ou l'anticidévin. Et on peut proposer des polychimiothérapies avec des produits innovants aussi. On appelle ça le FC, c'est-à-dire fludarabine ondoxan, ou bien FCR, fludarabine ondoxan anticidévin. Si le patient est jeune, on peut lui proposer aussi une allogreffe s'il a un donneur identique, HLA identique. Dans le cas contraire, on peut lui proposer une autogreffe s'il dépasse 50 ans ou s'il n'a pas un donneur. Mais retenez que le stade A, vous pouvez le surveiller dans un cabinet médical. Les autres stades doivent être suivis dans des structures spécialisées. À côté, vous avez le traitement symptomatique, l'antibiothérapie s'il y a un syndrome infectieux, anémie, on peut proposer des transfusions, on peut proposer des corticoïdes ou des immunoglobulines pour traiter les PTI et l'anémie hémolytique auto-immune, et parfois même la splénectomie. Abonnez-vous à la chaîne Poster Vision, pour être au courant des nouveaux cas cliniques et à discuter.